En août, comble de la provocation, un communiqué signé Zitouni ordonne au président Chirac de se convertir à l'islam. Infantilisme ou coup monté des services algériens pour discréditer les islamistes? La question se pose d'autant plus que l'organisateur des attentats de Paris, un certain Ali Touchent, est un personnage bien étrange. Depuis le début des années 90, ce lieutenant de Zitouni recrute des jeunes dans les banlieues françaises et les pousse à commettre des attentats au nom du GIA. Exemple, Khaled Kelkal, recruté par Touchent et abattu par les gendarmes en septembre 95. Attention! Ok, c'est bon! C'est bon, c'est bon. Attends, bouge-toi. Quand ils ne se font pas tuer par balle, les jeunes recrutés par Touchent sont tous interpellés. Les arrestations sont spectaculaires, mais quand les policiers interrogent les jeunes, ils sont souvent déçus. Confidence d'un policier des renseignements généraux qui était en fonction au moment des attentats de Paris. Il a été mis sur la touche après avoir dénoncé des dysfonctionnements dans son service. Ce qui était étonnant, c'est que quand on voyait ces jeunes passer, alors qu'ils venaient d'être arrêtés par la DNAT ou bien par la brigade criminelle, pour avoir fait un peu de PJ avant, je m'étonnais du comportement de ces jeunes. C'est-à-dire C'était un comportement assez enfantin. On n'aurait jamais cru que c'était des gens vraiment qui faisaient partie d'un réseau dur du GIA. Je pense qu'au sein du GIA, il y a certainement des gens plus durs. Ces gens plus durs, c'est notamment Ali Touchent, mais il n'est jamais inquiété par la police. En 93, lors de l'opération Chrysanthème, puis en 94 en Belgique et enfin en 95, après les attentats de Paris, les réseaux montés par Touchent tombent les uns après les autres, mais lui échappe aux arrestations, systématiquement. Quelqu'un qui, une fois, deux fois, trois fois, parvient à passer au travers des mailles du filet, soit il est extrêmement habile, soit il est prévenu avant. Et il est prévenu avant par des gens qui savent qu'il y a des interpellations qui vont avoir lieu, qu'il y a des opérations de police et des opérations de justice qui sont montées. Et pour réussir à échapper trois fois, il faut peut-être être prévenu avant. Lors du procès des attentats de Paris en octobre, Jean-François Clerc, numéro 2 de la DST, a dû venir démentir que ses services aient pu entretenir des contacts avec Ali Touchent. Mais pour beaucoup de spécialistes du terrorisme, Touchent était au minimum un agent secret algérien. C'est fatalement un agent. En France, on a connu aussi des agents comme ça qui faisaient partie de réseaux d'ailleurs. Et puis, qui sont toujours sortis, c'est-à-dire qu'ils ont remonté un autre réseau après. Donc pour moi, c'est un agent. Ah oui. C'est difficile de comprendre autrement. Touchent, agent des services secrets algériens. Après les attentats de Paris, en tout cas, il part se réfugier à Alger. 3 ans plus tard, les autorités algériennes déclarent qu'il est mort et qu'il ne peut donc pas être jugé. Une affirmation que la justice française n'a jamais pu vérifier. En fait, la DST aurait compris dès 1995 que Touchent travaillait pour les services secrets algériens. Témoignage du juge Alain Marceau, ancien patron de la lutte antiterroriste. On nous dit la DST en août 1995 comprend que derrière Kelkal et derrière tous ces petits gars, il y a des gens de la sécurité militaire, Ali Touchent, qui ensuite est exfiltré vers Alger. Ça vous surprend pas? Ça a été effectivement une des réflexions de la DST en disant finalement, plus on avance sur les réseaux Kelkal et plus on trouve des gens, des Algériens, des services officiels. Donc on avait tous de bonnes raisons d'être extrêmement prudents. 1 an après les attentats, le colonel Samraoui, que l'on aperçoit ici avec le général Nezar, évoque l'affaire Touchent avec l'un de ses collègues et amis, responsable de la sécurité militaire à l'ambassade d'Algérie à Paris. Il m'a dit que Touchent leur appartenait, donc c'était quelqu'un, grosso modo c'était un agent des services qui activait en France. Reste la question centrale, pourquoi l'Algérie aurait-elle décidé d'organiser des attentats en France? En faisant des attentats en France, on mobilise l'opinion publique française. Donc les gens vont dire, oh, l'islamisme c'est un danger, donc on va couper. Voilà, c'est d'obliger. C'est ce qui a été fait en Algérie déjà contre oh, les islamistes c'est des terroristes, ils vont nous couper la tête. Et cette peur a contribué à cet état d'esprit d'obliger les gouvernants français à agir et à expulser pratiquement tous les supports des islamistes. Quand on a vécu les années 83, 80, 90, on se rend compte que le terrorisme d'État, c'est quelque chose d'assez particulier, que d'abord il utilise des organisations écrans. Et en l'espèce, on peut considérer qu'à un moment ou à un autre,
le GIA a été une organisation écran utilisée pour porter le feu en France. Pour prendre la France en otage. Pour prendre la France en otage. Les attentats de Paris n'auraient donc pas été du terrorisme aveugle, mais des messages envoyés par l'Algérie à la France. En 1995, le gouvernement Juppé comprend-il que notre pays est probablement victime d'un terrorisme d'État? Le bilan s'élève à 24 blessés. D'après notre enquête, la DST en avait averti Jean-Louis Debré, alors ministre de l'Intérieur, dès le mois d'août, soit 1 mois après la bombe de Saint-Michel. Le 15 septembre 1995, Jean-Louis Debré invite des journalistes à déjeuner au ministère de l'Intérieur. Très rapidement, il se met à parler des attentats. Il a manifestement un message à faire passer. Il nous a donc dit une chose qui a surpris en tout cas un certain nombre d'entre nous, et notamment qu'il avait des doutes sur la responsabilité des auteurs des attentats et qui se demandait si éventuellement une manipulation des autorités algériennes, de la police algérienne, était possible. Le lendemain, à la une du Monde, les propos de Jean-Louis Debré, selon lesquels la sécurité militaire algérienne voulait que l'on parte sur de fausses pistes pour qu'on élimine des gens qui les gênent, vont provoquer la colère d'Alger. Le ministre de l'Intérieur va alors faire semblant de ne pas avoir dit ce qu'il a dit. Dans son entourage, on dément formellement l'existence de l'interview, mais quelque temps plus tard, Debré confirme ses propos à un journaliste préparant un livre sur Chirac. Dans une rencontre avec lui quelques semaines plus tard, il m'avoue qu'il l'a fait sciemment. Quel est son but? Son but, c'est d'envoyer un signal au régime algérien. On n'a pas la preuve qu'il y ait eu orchestration, manipulation des attentats de Paris. Officiellement, on attribue ça aux islamistes, mais il y a des doutes, un peu partout, dans toutes les sphères du pouvoir. Et donc, on ne va pas balancer une bombe atomique sur Alger, mais on fait passer des messages par des canaux discrets, par les services, et là, officiellement. Par la presse. Attention. Par la presse. Tout en disant qu'on ne l'a pas dit. Mais le message est passé. Président, bonsoir. Est-ce qu'on peut vous poser une question pour Canal+? Une enquête sur les attentats de Paris en 1995. Vous avez déclaré à l'époque que la sécurité militaire voulait emmener les services français sur de fausses pistes. Est-ce que vous en souvenez? On ne peut pas parler des attentats de Paris, monsieur Debré? Jean-Louis Debré préfère ne pas nous parler, et pourtant à l'époque, même Alain Juppé se méfie des services secrets algériens. Selon le Canard enchaîné, il aurait ordonné aux enquêteurs français de limiter à l'extrême, voire de cesser tout contact avec les services algériens de renseignement. À l'époque, notre policier des renseignements généraux apprend qu'un Algérien qui informe un de ses collègues semble bien au courant des attentats qui vont avoir lieu. Cet Algérien, avant chaque attentat, appelait le collègue DRG pour lui dire qu'il allait se passer quelque chose. Et donc, même dans le bureau de ce collègue, on trouvait ça à la fin particulier, parce que quand on a reçu un coup de téléphone de cet individu, il se disait même que ça allait péter. Vous voyez? Et alors là, évidemment, avec mon camarade, on se regardait en disant, mais c'est quand même étonnant. J'ai compris par la suite que, évidemment, cet individu qui était venu tamponner l'officier français au 5e étage des renseignements généraux était un officier algérien. Il n'a jamais été arrêté. C'est un individu qui n'a jamais été arrêté, qui n'a jamais été ennuyé, on n'en a jamais parlé. Donc c'est fatalement un type qui était couvert par notre hiérarchie. Et donc il faisait partie de l'entente entre les services algériens et nous-mêmes. Un officier algérien aurait donc prévenu Paris la veille de chaque attentat. À peine croyable, ce scénario ne surprend pas le juge Marceau. Le régime algérien se serait donc servi du terrorisme pour forcer la France à le soutenir, et l'affaire serait un secret de polichinelle. Maintenant, une chose, allez voir vos services, ils connaissent très bien le problème, je m'excuse. Vous voulez dire que les services secrets français sont au courant? Doivent être sûrement au courant, oui. C'est ce qui se confirme dans notre enquête, effectivement. Allez-y les voir et confirmer et condamnez-nous. Et le général Nezzar n'est pas le seul à dire que Paris savait. Quelque temps après les attentats, l'ancien Premier ministre algérien Abdelhamid Brahimi, que l'on aperçoit ici à l'époque où il était au pouvoir, recueille les confidences d'un proche du président Jacques Chirac. Il m'a dit en 1995, après que Zeroual était élu président algérien, en novembre 1995, le président Chirac lui a envoyé un message, en particulier sur 2 points. Un,
lui dit que nous n'accepterons jamais à l'avenir que la sécurité militaire organise des attentats comme ils l'ont fait en 1995. Alors je dis, bon, vous savez, pourquoi vous ne dites pas ça? Ça, c'est une autre histoire. Donc, les autorités françaises savent que c'est la sécurité militaire qui a fait ces attentats. Là, on vous sent très vigoureux. Après 1995, en tout cas, plus aucun responsable politique français ne prendra le risque de critiquer le pouvoir algérien. Ça veut dire que les politiques français ne peuvent pas dire ce qu'ils ont à dire sur le pouvoir algérien parce qu'ils ont peur des bombes. C'est ce que j'ai compris et ce que tous les observateurs ont compris. Quand Zitouni est tué dans le maquis en juillet 1996, il a rempli sa mission. Forcer la France à soutenir le régime, assassiner une bonne partie des intellectuels islamistes et terroriser la population algérienne. Aujourd'hui, les massacres de civils continuent et la plupart des généraux sont toujours au pouvoir. Ils ont besoin de la violence pour gérer l'Algérie. Un minimum de violence, comme ça les Algériens ils pensent à une seule chose, leur vie et leur sécurité. On ne demande pas où elle est partie la recette du pétrole, ni ce qu'on fait avec l'argent des Algériens, ni quoi que ce soit. Mais on ne se révolte pas parce que c'est dangereux. C'est très dangereux. Qui soutient ces gens-là? À part la France. La France est leur principal soutien. Je ne dis pas la France, mais certains services français, certains services spéciaux français, certaines sphères politiques françaises, bien connues, aident ces gens-là. Et la vente de matériel militaire, c'est une aide supplémentaire pour permettre la survie de ces gens-là, de ces généraux-là. Ce régime, que la France soutient depuis 1992 pour des raisons commerciales, stratégiques ou par peur du terrorisme, a aujourd'hui du plomb dans l'aile. Depuis les massacres de 1997, beaucoup d'Algériens ont compris que le GIA avait souvent servi de couverture aux services secrets pour commettre massacres et attentats. Le gouvernement français, lui, fait comme s'il n'avait rien vu. En 2003, notre pays célébrera l'année de l'Algérie en France.